Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 58e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Moment phare de ce sommet, le président nigérian Muhammadu Buhari a plaidé pour une restructuration de l'organisation. Restructuration qui passe selon lui par une réduction du nombre de commissaires. L'économie africaine fortement affectée par la pandémie de coronavirus. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement annonce une chute des IDE mondiaux de l'ordre de 42% en 2020, leur plus bas niveau depuis 25 ans. Et enfin, il appelle à la fin de la violence incessante au Sahel. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés chiffre à 2 millions le nombre de déplacés internes dans la région. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une rencontre au sommet de l'État. Le président malien de la transition Bandao a été reçu à l'Élysée ce 27 janvier par son homologue français Emmanuel Macron. Une rencontre qui a une forte portée symbolique puisque c'est la première fois que le président de la transition est reçu par les autorités françaises. Signe selon certains d'une certaine reconnaissance internationale. Au cours de cette visite de travail de 72 heures, les deux chefs d'État devraient évoquer plusieurs sujets. La coopération bilatérale entre les deux pays notamment, mais aussi le prochain sommet du G5 Sahel qui doit se tenir au mois de février au Tchad. À noter que cette rencontre intervient après l'annonce de la dissolution du Comité national pour le salut du peuple. Il plaide pour une restructuration de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors de la 58e session ordinaire de l'organisation, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a en effet affirmé que la CEDEAO doit faire preuve d'adaptation face aux réalités actuelles. Le chef de l'État nigérian appelle à cet effet à une réduction du nombre de commissaires. Aïssatou Bari. Le président Muhammadu Buhari a plaidé en faveur de la restructuration de la CEDEAO. Selon lui, l'organisation devait rationaliser sa gestion pour s'adapter aux réalités actuelles. Une déclaration faite à l'occasion de la 58e session ordinaire virtuelle de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une situation où la CEDEAO compte 23 personnes nommées statutairement, dont 13 commissaires pour cette commission, est totalement insoutenable. L'Union africaine, notre plus grande organisation continentale de 55 membres, a réduit le nombre de ses commissaires à 6 seulement. Le but avancé était l'efficacité et la performance en éliminant notamment les chevauchements et les conflits d'opposition entre différentes personnalités nommées. Il recommande ainsi la mise sur pied immédiate d'un comité ministériel ad hoc pour se pencher sur ce dossier. Il serait intéressant, avant de procéder à une quelconque réforme de l'organisation, de procéder à un minimum d'études, de faire le point, de voir est-ce qu'aujourd'hui, la structure telle qu'elle est faite, est-ce qu'elle ne répond pas aux objectifs de la CEDEAO, est-ce qu'elle n'est pas efficace? C'est pas parce que d'autres organisations ont procédé à des régimes qu'il faut ipso facto que la CEDEAO procède au sien. Alors je pense d'abord qu'il faut faire un audit. Après l'audit, on tirera les conclusions et s'il faut à partir de là procéder à la réforme, là il y aura des arguments précis, concis, mais que de faire des comparaisons. Parce que la comparaison n'est pas raison. À l'issue de la rencontre, de nombreux sujets d'actualité sous-régionale ont fait l'objet de discussions, notamment sur la monnaie unique, l'ECO. Selon le communiqué de la CEDEAO, l'échéance pour ce projet déjà plusieurs fois reporté sera à nouveau repoussée suite aux impacts de la pandémie. Une nouvelle feuille de route est prévue d'ici 2025. Le Soudan confronté à une nouvelle vague de violence, 2 semaines à peine après la fin du mandat de la MINUAD. Des violences ont éclaté au Darfour, causant la mort de plus de 200 personnes. Une situation alarmante qui suscite une vive inquiétude dans les rangs du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Momba. Quelques semaines à peine après le départ des casques bleus, les violences reprennent au Darfour. Mi-janvier, 3 jours d'affrontements interethniques entre éleveurs nomades arabes et fermiers darfouris ont engendré un lourd bilan. Plus de 200 personnes ont été tuées et au moins 90 000 autres ont été déplacées,
dans cette région de l'ouest du Soudan. Ces incidents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au risque imminent de nouvelles violences au Darfour, dans un environnement où les tensions ethniques et tribales, vieilles de plusieurs décennies, encore alimentées par le régime précédent, continuent de s'aggraver. Il y a de graves lacunes dans la protection des autorités de l'État, ainsi qu'un manque de responsabilité pour les violations. Les établissements de santé locaux ont déclaré être incapables de faire face au nombre élevé de blessés. Selon les observateurs, la MINUAD n'aurait peut-être pas pu empêcher ces nouvelles violences, mais sa présence aurait tout de même eu un effet dissuasif. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités soudanaises à assurer sans délai la mise en œuvre de son plan national pour la protection des civils et à rétablir l'ordre public et l'état de droit au Darfour. Nous exhortons les autorités à donner la priorité à la réalisation d'enquêtes approfondies et efficaces afin de garantir rapidement que les auteurs individuels soient traduits en justice pour briser le cycle des citoyens armés qui se font justice eux-mêmes pour venger les attaques contre les membres de leur communauté. Les victimes et leurs familles ont le droit d'obtenir réparation. L'insécurité et l'impunité chronique rendent le Darfour vulnérable à de nouvelles violences. La MINUAD à peine partie, l'efficacité des forces de sécurité soudanaises est déjà remise en question. Notons que les forces de soutien rapide, unités paramilitaires censées assurer la protection des civils au Soudan, sont elles aussi régulièrement visées par des accusations de crimes de guerre au Darfour. L'actualité, c'est également le Sénégal qui dépasse la barre des 600 décès en raison du coronavirus. Information divulguée ce 27 janvier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère qui a également ajouté qu'à cette date, 280 nouvelles contaminations ont été recensées. Toujours selon les données du gouvernement, le nombre total de cas Covid confirmés se chiffre à plus de 25 000. Face à ce bilan qui s'alourdit, le ministère de l'Intérieur a annoncé la prorogation du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès, et ce jusqu'au 20 février prochain. Une décision qui fait suite à la promulgation le 22 janvier dernier de l'état de catastrophe sanitaire dans ces mêmes régions par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, l'Afrique enregistre d'énormes pertes en matière de recettes. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers mondiaux ont atteint leur niveau le plus bas depuis 25 ans. En 2020, les IDE mondiaux se sont chiffrés à 859 milliards de dollars, soit une chute de 42% par rapport à 2019. Amélie. En 2020, le continent africain a fait face à l'effondrement du flux des investissements directs étrangers. Ayant atteint leur niveau le plus bas, ils sont chiffrés à 859 milliards de dollars, équivalent à une chute de 42% par rapport à 2019 et un retrait de 30% par rapport au creux d'investissement qui a suivi la crise financière mondiale de 2008 à 2009. L'impact négatif de la pandémie sur les investissements directs étrangers a été amplifié par la faiblesse des prix et de la demande des matières premières. Le déclin des IDE mondiaux atteindra son point le plus bas en 2021 et la vraie reprise va démarrer en 2022. Les pays développés sont les principaux concernés par cette contre-performance des IDE qui, vers les pays en développement, recule aussi, mais que de 12% pour atteindre 616 milliards de dollars. Ce chiffre regroupe 112% des IDE mondiaux en 2020, une situation due en partie à la chute des cours du pétrole et à la fermeture des sites pétroliers au début de la pandémie de la Covid-19. L'année 2020 a été une année très difficile au plan économique, social, voire sécuritaire. Et 2021 sera une année ponctuée de plusieurs étapes. Et il est évident qu'à partir de 2022, 2023, avec la découverte de nouveaux vaccins contre le Covid-19, nous allons entrer dans un monde de sécurité et de certitude, notamment sur le continent africain. En effet, la chute des IDE notée en 2020 annonce de faibles perspectives pour l'année 2021. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les annonces d'investissement Greenfields ont chuté de 46% et le financement de projets internationaux de 7%. L'institution anticipe pour le continent africain une chute avec des investissements en retrait de 63%. 1,4 million de dollars, c'est la somme que compte injecter le Fonds monétaire international en faveur de la Guinée-Bissau, un appui financier dédié à soutenir le pays dans sa lutte contre le coronavirus. À l'heure où la croissance de la Guinée-Bissau a connu un recul de moins 2,9%, Aïssatou Paris.
La Guinée-Bissau va bénéficier d'un financement de 20,4 millions de dollars du Fonds monétaire international. Le nouveau financement a été accordé dans le cadre d'une facilité de crédit rapide dont l'objectif est d'aider le gouvernement à faire face aux besoins urgents budgétaires et de la balance des paiements dus à la pandémie de Covid-19. Si l'on regarde la courbe des dettes de chaque État sur les 15 à 20 dernières années et le niveau de l'économie, on se rend compte que l'endettement n'a pas permis de bâtir les structures de base de nos pays. Pour un pays comme la Guinée-Bissau, recevoir du FMI une facilité de crédit rapide est certes opportun, mais la question est de savoir est-ce que cela résout réellement les problèmes qui se posent aujourd'hui pour ce pays. Le FMI et la Banque mondiale pourraient réorienter leur appui aux États vers une sorte de pseudo-plan Marshall mutualisé et financé autrement que par la dette. La baisse de la demande extérieure de noix de cajou, l'un de ses principaux produits d'exportation dû à la pandémie, a entraîné une détérioration de sa position extérieure et de sa situation budgétaire. Pour sortir de cette crise, le FMI appelle les autorités bissau-guinéennes à améliorer leur investissement sanitaire. Les effets de ces chocs devraient persister en 2021, reflétant la nécessité de maintenir les importations pour la consommation et les investissements essentiels pour renforcer les capacités et les infrastructures du secteur de la santé qui a été encore affaibli par de graves inondations en septembre 2020. En 2020, le virus avait perturbé l'activité économique du pays au point de faire reculer la croissance à environ moins 2,9%, selon le dernier rapport sur les perspectives économiques du FMI pour l'Afrique. Le Sahel compte 2 millions de déplacés internes en raison des violences. Une information délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appelle par ailleurs à la fin de la violence incessante dans la région. La plupart de ces déplacés, vous le verrez, sont burkinabés. Les explications de Zahra Mohamed Moutiu. Des déplacés internes qui luttent pour trouver un refuge. Ils arrivent notamment de la province du Bam, au nord du Burkina Faso. Il fut la violence et la sécheresse devenues endémiques dans cette partie du pays. Les incursions ont détruit la plupart de leurs habitations. Le Burkina Faso, l'épicentre de l'une des crises de déplacement à la croissance la plus rapide au monde. Je m'appelle Sayore Draman, j'ai fui à cause de l'insécurité. Des terroristes sont entrés dans notre village et ont commencé à tuer des gens. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Kongoussi. Plus de la moitié des personnes déplacées dans la région du Sahel sont originaires du Burkina Faso, où depuis le 31 décembre, une série d'attaques armées dans la ville de Koumbri et dans les villages voisins dans le nord du pays ont entraîné la fuite de plus de 11 000 personnes. Imaginez des personnes qui ont fui leur localité du fait de l'insécurité, en abandonnant tous leurs biens, qui se retrouvent dans une situation de désespoir total ici et qui sont encore obligés de subir une pression liée au réchauffement climatique. Cela constitue une double souffrance humaine difficile à vivre. Les déplacements internes de population dans la région ont quadruplé en moins de 2 ans. Face aux violences terroristes, au total, 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.